Yes. Yes. Well, good afternoon, everyone, and it's a huge thank you to the LQM team and everyone involved in pulling this together, and it's been an exciting process working with the team here and working on what we know as a localization project, but as we found out along the way, it's rather more than that. Normally, I spend a lot of time talking about this piece of work itself. It's a Born Digital title, a coming-of-age tale about a girl growing up. She's becoming a game designer one day. But it's not really my job today to talk about the project itself, what it is and who is it for. That's their job today. But they've asked me to talk about the archaeology of the project, and from the literary origin through to the it becoming an educational resource. And I'm kind of rather excited by the challenge of talking about archaeology, because normally when we're talking about it, we're thinking about thousands of years ago or millions of years ago, and this is deep time. But of course, 24 years ago, it is deep time in digital terms. And so this is history, and what I'm going to be talking about was back then was science fiction, and today it isn't. You know, we're talking about artificial intelligence and virtual reality like it's normal, but it wasn't normal then. So that's the setup here. But just for a moment, I wanted to just think about. There's some Born Digital people in the audience here, and it'd be nice to think about a time when a cell phone was just for making a phone call. You couldn't do anything else with it. If we wanted to use the internet, you had to dial it up as if you were dialing the telephone, and everything took ages, and it doesn't take ages now. So we all got faster, we all got busier. So that's where we're coming from. That's why we're here in this format, and off we go. So where did it come from? No. The origin of an idea. So the story is based on the relationship between a fictional character, it's her story. It's a first-person narrative, and it's her relationship with this character. And the spark of the idea. I went to a conference in 2000. It was entitled Education in Games. I know nothing about games. I know nothing about digital fiction, electronic literature, any of those words. It was all completely new to me, but I wanted to try and get across the idea of a scientific problem, and that scientific problem was the radiation coming from cell phones. In those days, we were trying to teach kids not to leave your phone stuck to your ear for hours every day, because it was just not very healthy to do that. But how are you going to get this difficult concept across to young people who really don't want to listen to that? So in 2000, a small screen thing called a Game Boy, and a little character ran up and down the screen, and he's called Mario. And so this guy, Brad, became my version of Mario. And just this relationship here has kind of overtaken my life for a couple of decades, because although in the story she invented him, there's the tension these days because of artificial intelligence and all the material that's coming through the internet that we're getting here, that we're moving into an era when the internet is controlling the narrative, and when we're getting more and more information, and we're becoming maybe a little bit less in control of our objectives or where we're going. So the tension is that he's actually in control of the situation, and so I named the business for him, and I work for him, not for her, but for him, which it kind of, you know, gives you a different way of thinking about things. So it had
once I came across this idea, I wanted to try and tell the story. And again, don't know anything about digital fiction. I wanted to write it in a traditional manner, so I wrote a story as a screenplay. Then I went to the National Film and Television School in the UK, learn how to write for the screen, and spent quite some time building a storyline, how to evolve this narrative of this woman who she's in her mid-20s, a game designer, successful game designer, and how this gadget that was a very traditional scientific instrument became a headset. And we would be learning about how to move within an environment. So very much science fiction to me in those days. I don't know if anybody's ever written a screenplay and tried to sell it, but it's a very hugely difficult idea. And this is a Ridley Scott or a Denis Villeneuve movie, you know. So anyway, I should have known better, but it's one of those things you feel you just have to do it, you know. So I did it, and but it was clearly going nowhere at the time. But I just couldn't give up on the idea, and casting around for the way forward, and by a series of chances, I came across Kate Pullinger, and Kate Pullinger's a novelist. She's I think 10 or 12 books in publication, and she's a Governor General's Award winner in Canada, Canadian, living in London now. But what fascinated me at the time was she was experimenting with writing across screens. She was trying different ways of thinking about how to use the screen to tell the story as if it is a literary work. So this is, for me, the moment when I thought, well, we can tell the story in another way. But back then, we other than meeting her and talking about that, we had really no idea about multimodality and where this was all going, or why even no concept of it as ever reaching this point here. But we did have a plan, and what came from our early discussions was the fact that if this woman was going to be successful in her mid-20s, we should learn more about her. Where was her origin, what did she come from, what was her life like, and so on. And so we conceived of this as a coming-of-age tale. So growing up, travelling the world with her parents to start with, the trials and tribulations of being a teenager, and then into the world of academia and work. So 10 episodes, another ambitious project. It's taken a lot of years, and we've created 6 episodes so far, but we have a concept and a design to complete the piece of work eventually. So just to recap that, so we had a movie screenplay. The movie contains a game. It's a discussion about the game that she's working on at the company and why these things happen. And the prequel is Inanimate Alice. And so this is the story of what happens to her before we get to that end point. And that's probably enough of the background. So the journey begins. We created a couple of episodes fairly early on. This is 2005, 2006. Things were rather different in those days, and it grabbed a lot of interest quite quickly. We took it to 35 short film new media festivals around the world within about 18 months, and gained a recognition in 50% of them. Two awards, including the IBM New Media Prize at Stuttgart Film Winter. I suppose we should go to the next one. So exposure, quite a lot of exposure, events in different parts of the world, and we started to see some original research appearing on the topic, some fairly simple pieces of investigation into what was going on, and also mentions at educational conferences. But we in the early days, we weren't concentrating that at all. We weren't thinking about it being an educational piece.
the next thing that I kind of amused myself that there was actually a media frenzy, because although we did get some coverage for it, this took several years, but we did get good pieces in the Guardian newspaper, the Atlantic in the US, and Maclean's here in Canada. And you can see on the left-hand side the Maclean's article. I think that was maybe 2012, 2013, something like that. That was the first time anyone started to investigate how the delivery on the screen was actually informing the audience on how the story developed from screen to screen, and what you can learn from the screen other than the words. So prior to that, people were reading just the words, and it's been a long process in training people, encouraging them to think about reading the screen as more than just the words, but all the other components as well. The key moment for us, though, was probably about 18 months after launch. We started to look at the data more deeply, who was visiting the website, and almost 100% of the repeat visitors to the website was a teacher. Shockingly clear result on what the use of this was. It wasn't, it wasn't going to be we thought it was an entertainment to start with, but quite clearly something else altogether. And teachers started asking questions and prodding, what else can we, give us some more. So we produced an education pack, quite a few pages to it, 20 or 30 pages of guidance on how they might use it. It was written by a doctoral student at a university in the UK, and she dug deeply into this, produced this work, and I suppose it was very surprising, really, that within 12 months, something like 10,000 teachers had downloaded this from 100 countries around the world. So it was a remarkable result, really, as far as we were concerned, that there was that much interest in it, I suppose, that early on. We're invited by the European Commission to participate in a year of intercultural dialogue. We translated. I was living in Brussels at the time, by the way, and I managed to use a European Commission translator to organise or translation company rather, to organise the translations into French, German, Italian, Spanish. And if you're interested in the football results, the Italians win. Quite considerably, actually. There was much more interest there than in other parts of the world. In 2010, a guy, or I shouldn't call him just a guy, a researcher in the UK called Gavin Stewart produced a work called The Paratext of Inanimate Alice. And I had no idea what paratext meant at the time, and I certainly do now. As you can see, the top left here, these are the universities around the world that we've had some involvement with in the production of their research. As you can see in the bottom left, that's a fairly recent piece from Pakistan. And one of the joys for me is to be able to communicate with people around the world as if they're all my next door neighbour, and just to see whether I can be useful to them. Teachers produce their own pieces of work, and they post them to the web, and I think somebody even gets paid for doing that, which is remarkable. We've been very happy and enjoyed immensely the student contributions we've had from taking it to several universities around the world. We've had a couple of projects at the Centre for Digital Media in Vancouver. Deanie and I enjoyed time together at Washington State University, and their students dug deeply into how we're going to work in social media. And currently, we have a project at Carnegie Mellon in Pittsburgh,
The students there completed 2 years ago a project called Interactive Academy, which produced work that could then be used in the K-12 classroom. We were then thrilled to be able to incorporate that in our curriculum that's been built by a professor at Lesley in Massachusetts. So altogether it's building a corpus of work around the title that's actually bigger than the storyline itself. So it's very enjoyable. And the final piece here is the student work themselves, and we host their videos on YouTube and elsewhere. So that's kind of exciting in terms of, certainly for me, I learned a lot from following that research process. So it was it's first digital text in the Australian national curriculum. There was investment from the Australian government in the title to produce localised work in Australia. We produced Alice in Australia, a series of magazines, digital magazines, 4 pages per. It's like a graphic novel style, 4 pages per month for a year. But then we had a teacher create a page of guidance, instruction, encouragement for teachers to use it. So that was the first kind of invested project we had with it. They came back again and asked us to produce translations in Japanese and Indonesian for Australian learners of those languages. So we were able to produce also some page-turning graphic novels, but we also embedded film and interactive experiences of learning, pieces of learning those languages within the context of media that would be useful and appropriate for kids of that age, trying to grasp those languages. Yeah. 2-3 minutes. Oh, okay. Yeah. Moving on swiftly. First, in Portugal, of late, I've caught up to date now. Children's Museum in Pittsburgh, and working together with Carnegie Mellon. Last year we gained the seal of recognition from the International Society for Technology and Education, and we're working with a procurement aggregator in Vermont that's working in Vermont, New Hampshire and Maine in order to get a collective audience in that part of the world. I shall skip on through New Now Next. We're here new, and this is where we're going now, but I don't want to miss the opportunity of just saying one of the discussion points we're going to be having here is about the possibilities of bringing artificial intelligence into this storyline. There's just something wonderful about the juxtaposition between inanimate Alice and artificial intelligence that we must make more from that. As I said at the beginning, we've got a concept for the completion of the series. It's called Big City Life, and so the now and the next is about how we transition the student who goes into her working life in the big city, how she gains ambition. We see the game that she's working on, the conflict that brings, the difficulties she has to face it in the real world and in her own life, but also in her professional world. Which brings me back to the point I mentioned before, that we have the ambition to create this world, if you like, a movie, a game, and a whole piece. And the ambition remains, and these good people here are part of that, and we're hoping that from where we go from here, we'll continue in the way we've set out from the beginning. So thank you for listening, and sorry I had to rush through them. Thank you. Démarche de développement des contenus pédagogiques du prototype. C'est Eleonora qui parle en premier pour donner là. Ben, t'es pas obligé, tu peux juste me dire quand tu veux, je slide aussi.
Elle va tourner les pages. Ok. Je peux tourner les pages. Sinon, je peux. Oui, oui, non, je pense qu'il faudrait rapprocher l'écran d'Éléonora pour qu'elle puisse le faire, parce que tu as beaucoup de diapos, non? Pas mal, oui. C'est vous. Désolée. Et j'ai aucune idée de quel moment il Comme va vous les tomber. Ben, sinon, c'est toi qui la suis. Est-ce qu'elle peut suivre ton texte puis tourner les diapos? Ouais, on peut tout me Ok. passer si Alors, je- on revient, Hélène, désolée. Désolée, Hélène. J'essaie de trouver la bonne forme. C'est bon? On va se coordonner. Ok. Inanimate Alice a été aussi au centre d'une impressionnante histoire scientifique qui témoigne de l'intérêt qu'elle a suscité en tant qu'objet littéraire d'une part et en tant qu'objet scolarisable d'autre part. Récipiendaire de nombreux prix littéraires et inscrite dans les programmes d'enseignement et dans les plans de formation initiale et continue des enseignants en Australie et au Portugal, depuis respectivement 2015 et 2018, elle a fait l'objet d'environ une trentaine de travaux scientifiques, dont 3 thèses, l'une en éducation, soutenue au nord du Texas en 2021, à laquelle faisait allusion Yann tout à l'heure, l'autre à l'interface entre les études intermédiaires et les sciences de l'éducation, réalisée à Madrid, et la troisième, dédiée plus largement au modèle interprétatif des œuvres hypermédiatiques, qui a été discutée ici à l'UQAM en 2015 sous la direction de Bertrand. Une partie de ces études se sont attachées à analyser la dynamique de l'œuvre, ses caractéristiques multimodales, son paratexte, son gameplay, les types d'interactivité en jeu dans chaque épisode, c'est ce que vous avez sous les yeux, et les opérations mentales requises à l'interlecteur. Ainsi, Anna Abril Hernandez, en 2013, a décrit finement l'interrelation entre texte, images, ressources sonores et cinétiques de l'œuvre, en dégageant des points de résistance susceptibles tout à la fois de soutenir l'engagement des lecteurs et de favoriser une approche socio-sémiotique des textes numériques en contexte éducatif. Gavin Stewart, de son côté, a interrogé les éléments paratextuels, intra- et extra-sites, diégétiques et extradiégétiques d'Inanimate Alice, en montrant comment ils orientent l'attention du public et son horizon de réception par le croisement des codes de présentation paratextuelle de différents genres et médias, de la quatrième de couverture à la bande-annonce, du jeu vidéo au contenu techno-éducatif. Le deuxième pôle de travaux, plus nombreux, a porté sur les usages d'Inanimate Alice en contexte d'éducation formelle et informelle. Différentes études se sont attachées, par exemple, à analyser la compréhension et l'interprétation de l'œuvre chez des élèves de différents niveaux. Ovius, Chinas et Ian, en 2020, par exemple, ont interrogé les performances d'élèves de la 5e à la 8e année issus d'une communauté à faible niveau socio-économique de la région du Mid-Atlantique dans le but de décrire leur comportement de lecture et leur mode de navigation dans l'œuvre, mais également leur engagement avec les ressources modales et leur stratégie de compréhension en contexte numérique et multimodal. Les mêmes chercheurs, en 2018, avaient interrogé les usages de l'œuvre pour le développement de l'agentivité des élèves, en montrant comment des jeunes de 13-14 ans pouvaient se saisir de leur compréhension et interprétation des éléments multimodaux, ainsi que de leur propre expérience de lecture, pour intervenir dans l'espace fictionnel, s'immerger dans le récit et créer une lecture personnelle et subjective de l'œuvre. Ovius et O'Connor, en 2022, ont quant à eux utilisé Inanimate Alice pour interroger la lisibilité des documents multimodaux et sont parvenus à dégager des indicateurs d'entropie subjective, terme qu'ils utilisent pour définir l'ensemble de facteurs objectifs et subjectifs susceptibles de déterminer la lisibilité des documents numériques, la capacité à analyser et à interpréter des modes non verbaux, puis plus largement l'expérience de lecture.
D'autres se sont intéressés à la réception d'aspects précis de l'œuvre, comme l'expérience de la mobilité et de la migration. Ainsi, Cody, oui, c'est encore cette diapositive, en analysant avec les élèves le périple d'Alice dans une perspective littéraire et culturelle, a cherché à définir la représentation que les élèves se font de la migration, du rapport entre stabilité et mouvement, entre résilience et agentivité. Naturellement, une partie des études menées en contexte scolaire a porté sur les dispositifs didactiques et pédagogiques développés et déployés par les enseignants et par les chercheurs dans les classes et qui témoignent des approches adoptées dans chaque pays en fonction de ces programmes d'enseignement à langue, à littérature, en littératie numérique, médiatique et multimodale. Ainsi, Mathéus et auparavant Ana Machado et ses collègues ont expliqué les enjeux d'arrimage de la littérature numérique au programme d'enseignement portugais. Vous avez le petit titre de Mathéus qui se demandait comment lire légitimement la littérature numérique dans le cadre des programmes d'enseignement au secondaire. Ils expliquent à différents moments, d'une part, comment ils ont cherché à développer des activités de lecture, de compréhension, d'interprétation qui peuvent lier la littérature numérique à d'autres genres et formes d'expression artistique préconisées par les programmes, et d'autre part, comment ils ont cherché à développer des connaissances en lien avec les spécificités des univers littéraires numériques, mais également des compétences réflexives, éthiques et créatives en contexte numérique. Je pense que c'est après. La démarche adoptée aux États-Unis est davantage axée sur le développement conjoint des compétences multilittérastiques des jeunes et des STEAMs, c'est-à-dire des STEM avec les arts, donc avec l'idée de reconstruire le lien entre la narration numérique, qui est généralement associée aux arts du langage, et la création des jeux vidéo, qui est généralement associée au domaine de l'informatique et des mathématiques. Citation de Obvious en 2014. Enfin, en Australie, l'approche adoptée combine 4 dimensions littérastiques: la dimension culturelle, socio-émotionnelle, multimodale et la capacité de résolution de problèmes. Les questionnements qui ont été proposés et les activités annexes ont visé dans ce cas à créer un lien entre la réalité des personnages et le monde contemporain, à développer un rapport intime et analytique aux personnages et à leurs vicissitudes, et à analyser les différentes ressources mobilisées, ainsi que leur manière de signifier. Vous avez encore quelques exemples dans la diapo suivante. Et là maintenant, Nathalie nous présente notre démarche au Québec. Donc, vous voyez apparaître comme première diapositive le référentiel de la compétence numérique au Québec dans toutes ses dimensions. Donc, je vais être un petit peu critique, mais bon, ces documents s'avèrent souvent trop génériques, synthétiques et désarticulés des spécificités disciplinaires pour constituer un véritable outil de médiation stratégique susceptible d'orienter les enseignants, les formateurs, les responsables de programmes dans leur démarche de transposition didactique ou d'opérationnalisation des préconisations justement ministérielles. Alors, je vais pointer 2 choses. D'abord, l'absence de référence. Bien là, vous ne le voyez pas tout le référentiel, mais déjà dans les titres, vous ne verrez ni lecture ni écriture. Donc, l'absence de référence explicite à l'écriture et à la lecture mérite d'être soulignée. Si ce choix pourrait être attribué à l'orientation transversale de la compétence numérique proposée par le référentiel québécois, voire une volonté de redimensionnement du rôle de l'écrit dans un écosystème écranique foncièrement multimodal, il traduit également une forme de rupture de ce continuum peircien entre contenu et expression et comporte l'occultation des savoirs d'ordre linguistique, sémiotique, sociopragmatique et créatif qui sont nécessaires à construire et produire du sens en contexte numérique comme analogique. Autre absence, le mot texte et ses déclinaisons multimodales, multitexte, texte multimodal par exemple, ou technologique, technotexte, et là j'y viendrai parce que ce sera l'orientation qu'on a prise, auquel on préfère plutôt celui de contenu,
qui semble traduire une considération inégale des signes et de l'expression au sein des productions que les sujets contemporains doivent savoir élaborer avec le numérique. En définissant le contenu numérique comme tout ce qui existe sous la forme de données numériques et qui peut être créé, visualisé, distribué, modifié et stocké en utilisant un ordinateur ou tout autre appareil numérique, et je viens de citer le ministère, le référentiel se trouve en effet à séparer le code du texte, la donnée numérique de sa manifestation, la production de sens, et en valorisant ici une approche technocentrée du contenu numérique. Et donc, nous proposons une approche qui est celle d'Alice Inanimée, puisque c'est le titre de l'œuvre. Je ne sais pas si on l'a dit en français, mais voilà, elle s'appelle, il ou elle, s'appelle Alice Inanimée, dans une approche de technotexte littéraire. Donc, c'est l'approche, vous avez entendu Éléonora citer en exemple les différentes recherches qui ont été menées. Nous faisons une forme de recherche-développement, c'est-à-dire qu'on développe des questionnements auprès des élèves sur la base d'une analyse de l'œuvre, du technotexte, dans ses dimensions, alors dans ses dimensions technologiques et textuelles. Donc, dans cette perspective, le contenu d'une production numérique n'est ni seulement un flux de données produites avec et pour des systèmes informatiques, ni simplement un ensemble d'informations d'interface. Il est au contraire le produit d'une démarche de création qui se saisit de la technologie pour déployer son sens et manifester son esthétique. Donc, le technotexte est considéré avec l'ensemble de ses spécificités médiatiques et de manière à rendre compte de cette articulation entre les dimensions matérielles, linguistiques, rhétoriques et poétiques qui le définit et qui lui permet, et là c'est aussi une approche qui est importante pour nous, de s'actualiser grâce aux manipulations et aux manifestations subjectives du sujet lecteur. Donc, on a croisé là, les travaux de littérature sur la didactique de la littérature du sujet lecteur et ceux en lien avec la définition du technotexte. Je pense que je vais aller avec le PowerPoint pour aller plus vite. Donc, les technotextes, je l'ai dit, se caractérisent par un tissu textuel composé de matière verbale, iconique, sonore, haptique et cinétique, toutes potentiellement impliquées dans la construction du message. Donc, on est parti avec cette définition en tête. Au sein de ce tissu plurisémiotique, le sens n'est pas nécessairement porté de manière privilégiée par l'une ou l'autre des ressources, mais souvent distribué entre les différentes composantes, dont les combinaisons articulent, les différentes articulations déterminent une nouvelle rhétorique et poétique, et c'est justement ce qu'on veut essayer de faire. Donc, exploiter donc, le potentiel interactif des dispositifs technologiques, c'est-à-dire la capacité de la machine informatique à répondre de manière cohérente aux impulsions des usagers pour solliciter la participation empirique et interprétative du destinataire. Donc, on s'intéresse à Alice Inanimée du point de vue de l'articulation des dimensions technologiques, littéraires, artistiques, mais aussi informatives, documentaires, que nous considérons comme propres au technotexte et qui exigent des compétences spécifiques. Et voilà, nous arrivons aux compétences sur lesquelles nous souhaitons travailler pour valoriser la lecture d'Alice Inanimée. Donc, je fais référence aux grilles de compétences sur lesquelles on travaille depuis une dizaine d'années, donc des compétences cognitives, subjectives, pragmatiques, modales et multimodales qui découlent des précédentes et présupposent donc de savoir décoder et utiliser les modes et les finalités d'articulation des différentes ressources sémiotiques dans des formes toujours de plus en plus complexes. Donc, à partir de ce cadre fondateur, nous avons identifié des compétences supplémentaires qui ont été publiées sur le site du laboratoire virtuel d'édition et l'éducation aux œuvres numériques, Labyrinthe, qui cible particulièrement l'intersection donc, entre le plan technologique et générico-formel des textes, des technotextes. Donc, vous pouvez accéder à la définition le plus détaillée sur le site, mais je vous nomme deux niveaux là, qui sont importants et après, Amélie va vous montrer comment ça se traduit dans l'élaboration du dispositif. Donc, un premier, celui qui concerne la dimension technique, donc capacité d'agir avec les dispositifs, les logiciels et les supports en adaptant ces interventions aux différents contextes technologiques.
et la compétence technolittéraire qui implique de savoir reconnaître et utiliser l'articulation des dimensions technologiques de l'œuvre pour construire et produire le sens. Donc, pour chacune de ces dimensions, on a aussi des compétences métacognitives spécifiques qui ont été identifiées donc, dans le référentiel que voici là, que vous voyez là en partie dans c'est ça. Voilà. Et donc, vous pouvez aller sur Labyrinthe et consulter. Vous verrez là, qu'est-ce qu'on entend par compétences sémiotechniques, par exemple, ou technolittéraires. Et tout ça a guidé la manière dont on veut travailler les œuvres du point de vue didactique. Et donc, c'est ma dernière diapo. D'un point de vue didactique, donc, la littérature dite nativement numérique demande donc à être analysée en considérant la pluralité des ressources sémiotiques. Alors, il faut faire appel à ces compétences-là. Et plusieurs travaux le font, des gens en contexte scolaire, et ont mis en évidence que des apprentissages de littératie numérique sont développés à travers l'enseignement des œuvres numériques. Et ça, c'est fondamental. Si on arrive à faire introduire l'idée que la littératie numérique s'enseigne avec la littérature numérique, bien, demain, on aura des œuvres numériques à l'école et non pas des dispositifs là, de contenu numérique dont on... Pour être des meilleurs citoyens, là, parce que c'est à peu près ce qu'on entend toujours. Donc, dans cette perspective c'est dans cette perspective que nous avons travaillé la ressource Animer Alice, que voici. Merci. Donc, je vais tenter ce parcours. Lorsqu'on a reçu, dans le fond, le mandat de pouvoir explorer Animer Alice, Animate Alice, la première chose qui est venue à l'esprit, c'est de voir de quoi il s'agissait, donc de faire l'expérience même du jeu, donc le lire, le jouer à la manière d'un jeu régulier, donc pour faire une analyse qu'on aurait faite dans un cadre plus d'analyse de jeu dans mon cas. Donc, première chose, on s'enregistre, on lit, on comprend le récit. Ensuite de quoi, pour chacun des épisodes, on a présenté une espèce de parcours général au sens qu'on allait par les sections à chaque étape de l'œuvre pour avoir un résumé, avoir une idée de qu'est-ce qui se passait d'un point de vue de l'histoire, donc narrativement parlant, mais également tout ce qui pouvait être des éléments intersémiotiques, donc autant l'aspect pour progresser, l'interactivité, que des éléments multimodaux, lecture de l'image, du texte, du son, et ainsi de suite. Donc tout a été décortiqué finement, morceau par morceau, quasi seconde par seconde. Ça a été vraiment interminable, mais c'était très, très riche. Donc, ça nous a permis de constater qu'il y avait plusieurs points d'ancrage d'analyse pour comprendre l'œuvre et voir quel potentiel on pouvait aller chercher pour travailler nos compétences. Donc, on a ensuite fait une sorte d'analyse selon 3 dimensions, soit par rapport aux lieux, puisque les lieux sont très prégnants dans l'œuvre d'Inanimate Alice, les personnages, donc leur évolution, comment ils viennent à grandir, entre autres pour Alice, mais également ceux qui l'entourent, ses parents, qu'est-ce qui arrive, sa famille, et ainsi de suite, et inévitablement la technologie, puisqu'elle aussi très prégnante dans l'œuvre. Donc, ça nous a amené à prendre chacune des sections qu'on avait décortiquées en notes de parcours pour les coder selon des couleurs. Par exemple, le bleu représentait les personnages, vert les lieux, et ainsi de suite, avec souvent des éléments narratifs en rouge, pour se trouver des pistes de questionnement qui nous permettraient de justement challenger, amener à travailler l'interprétation de nos élèves et éventuellement à développer l'idée qu'on pourrait avoir plusieurs parcours selon des dimensions, selon des questionnements, selon des activités types. On est venu à créer des parcours selon l'œuvre, chaque section de l'œuvre qui est divisée en chapitres. Souvent, j'utilise le mot « section » puisque je trouve que c'est plus proche de ce que ça en est, parce que quand ça devient un jeu, c'est très complexe. Éventuellement, le parcours, on avait selon chacune des dimensions, on avait pensé à faire des parcours fermés spécifiques à chacune des dimensions selon on est où, faire des entrecoupements plus ouverts. Vous comprendrez que pour réaliser l'ampleur de ce guide pédagogique, on s'est rendu compte qu'on se compliquait peut-être la vie et d'avoir la fonction filtre répondrait à nos besoins. Donc, la possibilité qu'un enseignant, une enseignante puisse faire une recherche. Bien, moi, je m'intéresse à tel élément en particulier ou telle compétence, pouvait filtrer les activités et les pistes de questionnement au sein même de l'œuvre dans la lecture et donc permettre une espèce de plan spécial, plan fait sur mesure pour la personne enseignante. Donc, on s'est rendu compte que pour être réaliste, on ne pouvait pas faire tous ces parcours-là. Donc, on a notre parcours général qui est le guide principal de vers où on se destine. Puis, éventuellement, on a décidé de mettre les 3 dimensions et les compétences comme des fonctions de filtre à même l'œuvre. Ainsi, on se complique moins la vie, on reconcentre ces 3 dimensions-là au sein des pistes de questionnement sans nécessairement désimbriquer à nouveau, déconstruire et reconstruire. Je vous fais ça super brièvement. Ce qui nous amène à
comment le dispositif et les pistes de questionnement se présentent essentiellement quand on fait l'analyse, avant même de les imbriquer au sein même du guide qui va être un site web. Donc, pour chacune des sections, on a toujours l'idée d'un extrait qui va être vidéo, une image, le texte même, la description de ce que l'on voit pour permettre un rappel minimal, puisqu'on s'entend, les œuvres sont de plus en plus longues, de plus en plus grandes, donc il faut éventuellement amener un petit peu un indice dont se situe dans l'histoire et non juste l'image. Et ce qu'on appelle nos pistes de questionnement, donc ce sur quoi les élèves vont pouvoir réfléchir, vont pouvoir travailler pour comprendre, travailler l'interprétation, et ainsi de suite. Donc, chacune des sections a vraiment une description des pistes de questionnement plusieurs, et chaque questionnement va être associé à une compétence et à une dimension, inévitablement, qui va nous permettre de faire les filtres dans notre site. Donc, je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose, Justin, puisque c'est toi qui as élaboré la majorité des pistes de questionnement par la suite. Oui, bien, en fait, la tâche que Nathalie m'avait donnée à l'automne, c'était justement de mettre le chapeau purement enseignant là, de français au secondaire et de regarder justement quelle appropriation pédagogique pouvait être faite de l'œuvre numérique qui m'avait été proposée. Donc, je ne connaissais pas du tout Inanimate Alice avant que Nathalie me partage le projet. Donc, pour moi, c'était important, dans un premier temps, de m'engager dans, je dirais, la consommation culturelle. Donc, pour moi, pour bien comprendre une œuvre littéraire et surtout un jeu vidéo, puisque ça fait partie vraiment de mes passions enseignantes et au quotidien, c'était important pour moi de jouer, de comprendre un peu à quelle œuvre j'avais affaire. Et ensuite, de faire un travail plus didactique, pédagogique, donc d'analyser un peu comment il était possible d'intégrer les dimensions de la lecture à aborder en enseignement du français au secondaire, donc la compréhension, l'interprétation, la réaction et le jugement critique. Donc, Nathalie m'avait demandé de me centrer sur l'interprétation, donc vraiment comment c'est défini dans les ouvrages ministériels et ouvrages de conseil pédagogique. C'est vraiment d'amener l'élève à, bon, les enseignants diront lire entre les lignes, mais c'est beaucoup aussi de travailler tout ce qui est du domaine de l'inférence, de réussir à dégager des prédictions, des hypothèses sur l'œuvre. On est beaucoup dans il y a des multiples réponses possibles tant qu'elles soient bien justifiées par des éléments textuels. Donc, après avoir joué au jeu pour développer mes pistes de questionnement, j'ai indiqué en fait des questions que moi-même je me suis posées comme joueur-lecteur tout au long de mon expérience de jeu. Et je crée habituellement tout ce qui est de pistes de questionnement, d'interprétation de cette façon-là pour éviter justement de me placer dans un carcan où je souhaiterais imposer des réponses aux élèves parce que dans une mesure évaluative, souvent, il y a un peu cette tendance-là de vouloir diriger l'élève. Donc, c'est de regarder un peu comment que l'œuvre m'a fait réfléchir, m'a fait questionner et à partir de là, j'ai placé plusieurs pistes de questionnement qui, ultimement, débouchaient sur des éléments multimodaux, que ce soit la musique, que ce soit les mouvements, que ce soit les interactions qu'on fait comme joueur-lecteur. Et à la suite de ces créations-là de pistes de questionnement, elles ont été validées ensuite par mes collègues qui ont fait un retour là-dessus, surtout pour vraiment valider certaines formulations de phrases, certains termes. Et je dirais que vraiment, ce qui a été bénéfique dans ce travail-là, c'est d'atteindre justement cette espèce d'idée de reproductibilité, en ce sens que souvent, des enseignants peuvent se sentir rebutés par une œuvre médiatique multimodale en raison de la sphère numérique, de l'appropriation, de l'intégration en classe, de la gestion que ça provoque. Et là, c'était vraiment dans l'idée de rapprocher vers les dimensions de la lecture, ce qui est fait habituellement en lecture et les processus actuels de lecture. Donc, par ces pistes de questionnement-là, qui pourraient être aussi valables dans une œuvre dite papier, pour moi, c'est de montrer la preuve qu'il est possible de travailler ce genre d'œuvre numérique de la même façon et qu'il y a autant des plus-values pédagogiques dans le développement des compétences à interpréter un texte. Voilà. Mais merci beaucoup. On passe à la troisième intervention sur la traduction intermédiatique, démarche et défi. Ouais, si je veux. Pendant que tu t'installes, je peux peut-être expliquer. Il y avait, avec Inanimate Alice, on avait quand même 3 gros projets. Le premier de restaurer l'œuvre, puis c'est Littérature québécoise mobile qui a financé la restauration des premières œuvres qui étaient produites en flash. Donc, ces œuvres sont maintenant disponibles. Elles étaient en anglais, donc on a traduit les œuvres et on les a augmentées d'un dispositif pédagogique qui va être gratuit, disponible en ligne. Donc, on aura un site web là, qui va permettre de travailler avec des questions techno-littéraires
pour tous les épisodes. Et maintenant, ben, Pierre Gabriel est le grand traducteur. Donc, c'est lui qui a traduit l'œuvre. On a pu participer un peu, mais c'est lui qui va vous parler de comment il a réalisé cette traduction-là. Je vais essayer, en tout cas. De dire que j'ai traduit tout seul, non, c'est un travail d'équipe. Avec pas mal tout le monde ici, pareil. Là. Bon, on a quand même passé par-dessus. Oh, ouais. Il y a quand même un travail d'équipe. Bref. Donc, j'ai intitulé cette traduction intermédiatique. En fait, j'ai intitulé, même s'il y a le nom d'Amélie Vallière, c'est ce que j'appelle ma conseillère spéciale, Amélie. Chaque fois que j'arrive, je viens pas de pédagogie, je viens de la traduction littéraire. Chaque fois que j'ai une question de « Est-ce que vous faites ça dans une salle de classe? Est-ce que les enfants vont comprendre ça à 8 ans, 9 ans, 10 ans? » C'était Amélie. Donc, c'est pour ça qu'elle est là, parce que sans elle, je n'aurais pas pu justement développer un registre, un style qui puisse être adapté au public cible. Encore aujourd'hui, on ne sait pas si le public cible va apprécier. On est encore en testing, on fait des tests. J'ai bien hâte de savoir si comme le niveau est correct, est-ce qu'il y a des erreurs, est-ce qu'il faut retourner au texte, bref. Donc, c'est pour ça que le nom d'Amélie est là et c'est pour ça que je vais me battre en disant que c'est un travail collectif. Traduction intermédiatique, parce que je ne suis pas à l'aise d'utiliser le terme localisation, que Hugo a discuté hier sur la localisation au Québec, parce que ce n'est pas tout à fait la même pratique. Je ne ferai pas une théorie de la traduction, de localisation, tout ça, donc je préfère intermédiatique parce qu'on fait bouger différents trucs, différents modes. J'aurais dit intersémiotique peut-être, parce que je viens de la sémio, mais on m'a dit qu'intermédiatique, ce n'est plus pédagogie. Un peu. Bref, donc partons sur ces notes. Donc, j'aime bien dire la structure de la présentation avant. Ça va être très simple. Donc, le projet de traduction. Ceux qui ne me connaissent pas, je suis un fan des théories de la traduction d'Antoine Berman. Donc, tout ce que je fais est un projet de traduction. C'est ma manière de démontrer une forme d'éthique dans ma pratique. Après ça, je vais vous montrer quelques exemples de la traduction d'Inanimate Alice ou de Alice inanimée. Avec quelques références à la version portugaise. On a eu la chance, justement, Amélie et moi, de discuter avec les traductrices et les professeurs qui ont travaillé sur Inanimate Alice au Portugal l'an dernier, à Hello. Et après ça, retour sur le projet, synthèse et méta-expérience. Bref, faire un petit wrap-up. Pour l'information, ça doit faire 1 an que je n'ai pas touché au texte. Donc, c'est un peu vieux. J'ai dépoussiéré des textes parce que, bon, la traduction a été faite il y a un petit bout de temps. C'est bon d'y revenir. Je suis comme, oh, OK, quand même, il y avait des choix intéressants qu'on a faits. Donc, je redécouvre un peu l'œuvre aujourd'hui avec vous. Donc, commençons avec le projet de traduction. Et c'est ce qui a fait en sorte qu'on m'a approché, parce que quand je suis arrivé chez LQM, on m'a dit « Pierre, tu es une personne qui traduit? » « Ouais. » « Sure, c'est ma job, je paye pour ça. « Est-ce que tu voudrais embarquer dans ce projet de traduire Inanimate Alice? » Je fais comme « C'est quoi? » Découvre, genre, fait qu'on fait comme « OK, mais c'est genre un jeu vidéo avec de la littérature, puis en fait, c'est comme une application. » C'est bien des affaires que j'aime, donc c'est à peu près la face que je leur ai fait. Donc, ça me parlait. Donc, j'ai dit oui, j'ai embarqué dans le projet. Tout simplement parce qu'on fait appel à différents modes de communication. Il y a du visuel, il y a du son, il y a du texte. On joue avec les textes. On a vu des prototypes justement dans la bêta qui n'est pas encore en ligne de... Alice, entre guillemets, peut jouer avec des lettres sur l'interface, mais OK, bien, le mot est board en anglais, OK, avec le O, on peut accrocher, mais quand le mot devient ennui en français, c'est pas la même physique qui se fait avec les lettres, fait que c'est vraiment le fun, ces affaires-là. En tout cas, moi, je trouve ça le fun. Si vous ne trouvez pas ça le fun, c'est votre problème, pas le mien. Donc, quand je parlais de projet de traduction, c'est simple, il fallait que j'en fasse un, mais autant théorique que pratique. En tant que personne qui fait de la théorie de sémiotique en traduction, je devais faire les deux. Donc, c'est les grands mots, les grands noms que j'aime bien mettre partout quand je parle d'un projet de traduction. Donc, horizon, visée, éthique de la traduction de Berman. Donc, c'est comment je me positionne, moi, en tant que sujet traduisant. Quelles sont les attentes autant de moi, du public. Quelles sont les attentes de l'équipe de pédagogie. On n'a pas les mêmes. Il faut que ça concorde tout ensemble. La sémiotique et altérité, donc comment posture de la personne qui traduit par rapport à l'altérité. Je ne rentrerai pas là-dedans. C'est toutes des affaires théoriques. Vous allez toutes, si vous voulez, vous pouvez toutes me demander après où avoir les ressources et quelles ressources spécifiquement. Je n'ai pas le goût de rentrer dans de la grosse théorie aujourd'hui. Je pense que parler d'anecdotes de traduction est beaucoup plus fun, personnellement. Ce qui est vraiment important, par contre, c'est du côté pratique. Je n'avais pas encore fait de théorie, ou du moins mis en perspective ma propre pratique de traduction, mais dans une posture de personne qui fait de la recherche. Donc, la représentation de la diversité culturelle en traduction, c'est hyper important parce que ce n'est pas quantifiable avec des données. C'est du qualitatif, c'est difficile. Donc, il faut vraiment
retourner au texte, d'où l'importance de la pratique comme vecteur théorique, par la pratique, une pratique saine de la traduction et par une autoréflexion du processus, on peut mieux comprendre qu'est-ce qui se passe au lieu de faire, comme on se faisait dire dans le temps, les théoriciens font quelque chose d'un bord, les praticiens font d'autres choses. Il faudrait mixer les deux pour que théorie et pratique puissent, on l'espère, un jour fitter ensemble. On l'espère. Et activité dynamique située, tout simplement, dans une perspective queer et féministe, donc les rapports de pouvoir, la position culturelle, toutes ces choses vraiment le fun qu'on nous apprend à l'UQAM, mais pas nécessairement à d'autres universités. Je viens de lancer donc une pique à mes anciennes universités. Parce qu'il y a bien des affaires qu'on apprend ici qu'on aurait dû apprendre en traductologie ailleurs. Donc, les objectifs du projet. Il y en a plusieurs, donc rendre disponible et pour les communautés francophones, ça va de soi. Mais il faut savoir qu'il y avait déjà les 3 premiers épisodes de traduits par Apostrophe et Anne Desquin. Donc, les 3 premiers, c'est une retraduction. En gros, c'est juste adapter certains mots, certains registres, quelque chose de très simple. Mais le fun a vraiment commencé avec l'épisode 4 et 5, où ce qui n'était pas encore traduit. Et où ce qu'on a dû, justement, se poser des questions très intéressantes. Je reviendrai tantôt. Donc, conserver la spécificité du français canadien tout en gardant l'œuvre accessible à la francophonie. Il y a des termes qui ne passent pas la frontière, puis on va perdre le lectorat. C'est important de respecter le lectorat de la francophonie. Respecter le ton, le rythme et la voix d'Alice. Alice, en tant que personne qui vieillit, elle commence, elle a 8 ans. Dans l'autre, après 10, 12, 14, ben, son rythme change, sa voix change, son ton change, ses expressions changent, et ça, il faut en tenir compte. Tout en prenant en compte que ça va être des élèves du primaire, du secondaire qui doivent aussi comprendre ce vocabulaire. Donc, OK, est-ce qu'ils ont vu telle forme de verbe, telle forme de ci? Est-ce que les past participles en anglais arrivent au même moment dans l'écrit que les passés composés? Plein de questions que je ne me suis jamais posées sur l'apprentissage d'une langue dans un cadre d'école, quoi. Dans ma tête, ça venait de soi. Et plus personnel, en raison de mes recherches sur la traduction de l'identité culturelle. Donc, analyser les marqueurs d'identité. Donc, me faire des fiches de référence, de « Ah, moi, comment j'ai traduit ça? » Pas en me disant « Mon Dieu, je suis bon » ou « Mon Dieu, je ne suis pas bon », mais juste pour faire comme « Quels sont mes réflexes personnels et qu'est-ce que ça veut dire sur moi? » Ça, c'est entre parenthèses, un peu le sujet de ma thèse, si jamais vous voulez m'en parler, mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Et à chaque fois que je pense à tous ces objectifs et à la travail qu'on a fait, j'ai ce petit gif de Todd qui me vient souvent en tête de « I fear nothing », genre c'est beaucoup de job faire tout ça et s'assurer, mais on le fait, encore plus quand on a une armée derrière nous. Méthode de traduction. Ceux et celles qui me connaissent savent que I thrive in chaos. Donc, j'aime ça quand ça bouge, quand c'est le chaos, quand c'est partout à la fois. Ça me motive, c'est trop simple, trop rectiligne, blablabla. J'aime pas ça. Donc, on s'est compliqué la vie en faisant un protocole de traduction. Ça, c'est juste moi qui l'ai fait pour vous autres, c'est dans ma cour. mon propre protocole. On inclut surtout la personne qui parle. Donc, c'est un protocole justement de réflexion sur ma propre pratique. Est-ce que je lis une fois? Est-ce que je lis 2 fois? Est-ce que je traduis d'un coup? Est-ce que je laisse mariner 2-3 jours? Donc, c'était de situer une pratique et de voir si qu'est-ce que ça peut faire de laisser, par exemple, de traduire un bout un jour, un matin, et là, de laisser ça déposer 3, 4 semaines, 1 mois, et d'y revenir plus tard en faisant comme « OK, qu'est-ce qui se passe avec ça? Est-ce que j'y reviens? » C'est tous des éléments que je pouvais profiter compte tenu du contexte universitaire de la chose. Dans le milieu professionnel, tu ne laisses pas ta traduction dormir pendant 1 mois, tu vas te faire congédier. Tu ne fais pas ça. Mais l'université nous offre cette possibilité de remettre en question nos pratiques. Donc là, ici, je parle surtout de cet espace de temps, des fois, entre la traduction et la relecture, mais ça inclut l'utilisation des outils, les réflexes de traduction que je peux avoir, comment je vais traduire les déictiques. Donc, plein de petits éléments. Déterminer après ça des critères d'évaluation. Ça aussi, c'est encore de mon bord. C'est-à-dire, moi, qu'est-ce que je juge une bonne traduction et qu'est-ce que je juge une bonne traduction? Parce que, j'ai fait le bac, la maîtrise en traduction littéraire, mais je n'ai pas une grosse formation de traduction littéraire pour me dire, mon Dieu, j'ai un bagage, je peux me dire que je sais traduire. De base, je me dis que je traduis mal, parce que comme ça me motive à toujours aller plus loin. Mais je me posais la question, comment je peux évaluer objectivement la qualité de ce texte en fonction de son public et des contraintes, quand je suis la seule personne formée en traduction dans ce groupe? Qui peut me dire, Pierre, c'était peut-être pas une bonne idée cette traduction-là. Donc, j'ai des collègues en traduction, notamment à Ottawa avec Astrid Abrahamian, qui est une collègue avec qui j'ai fait bac et maîtrise, et on a échangé par courriel. J'avais des réflexions sur certaines traductions que je pouvais faire. Elle a une sensibilité que je n'ai pas, donc c'est une collègue avec qui je m'entends bien. Quand on a échangé des courriels sur
comment évaluer justement ces critères d'évaluation. Ça, je les ai gardés pour moi. On pourra tantôt. Deux? Bon, on a dit 15 minutes. Il m'en reste 5. C'est bon. Donc, entretenir un dialogue avec mes collègues pour éviter la chambre d'écho. Je me trouve drôle avec la pomme de écho, mais c'est tout simplement parce que je reconnais mes propres limites interprétatives. Donc, on va aller à quelque chose de drôle parce que le temps a été bouffé. On va y aller avec des exemples rapidement en 2 diapos. Fait que profitez du petit panda qui réfléchit. Traduire des textos d'adolescents, c'est toujours une expérience intéressante. Donc ça, c'en est un de trucs que je me suis vraiment assis avec Amélie et je me suis dit, OK, comment ça texte? Ça ne dit pas des mots complets, ça ne dit pas juste les... Clairement que ça ne texte pas de la même manière que j'écrivais. Nous, on s'écrivait en phonétique à l'université, là, quand j'ai fait mon bac. Je ne pense pas que les gens continuent de faire ça. Donc, on s'est assis longuement pour réfléchir à ça. Donc, et après ça, comment on peut traduire certaines phrases, blablabla. Je vais être obligé de le skipper un petit peu. Je vais vous montrer ça ici rapidement parce que, quand je parlais de la version portugaise, c'est que l'équipe de Ana Maria Machado de Coimbra s'était posé la question de comment on peut transmettre un ton et voyons, je cherche mon mot. Les dialogues. Parce que, surtout dans les premières versions, dans les premiers épisodes, 1 et 2, le dialogue est introduit dans le texte en anglais. En anglais, my father says, why are you sitting in the snow? En portugais, ils ont été obligés de mettre des tirets pour vraiment le ressortir du texte en fonction de comment ils apprennent ça là-bas. Et nous autres, on a décidé de faire, on comprend que c'est Alice qui se le parle, on va utiliser la majuscule, la typographie, blablabla, ça va bien aller. Mais ce que je voulais vraiment parler, fait qu'on va skipper beaucoup, c'est qui Alice? Ouais. C'est qui Alice? On s'est rendu compte, surtout l'épisode 4-5, que Alice... en anglais, n'est pas vraiment genré. À chaque fois qu'il y a une question de genre, c'est quelqu'un qui lui attribue. Donc, son père va dire un « she ». Ou elle va dire « she's the girl who's always losing her parents », blablabla. Mais c'est toujours dans la bouche de quelqu'un d'autre. Et vous le savez tout autant que moi que l'anglais n'est pas nécessairement une langue genrée. Donc, on s'est posé la question, comment on traduit ce petit flou de Alice, dont elle ne dit jamais qui elle est officiellement, parce qu'Alice est en position de narrateur d'audiégétique. On a jasé des possibilités qui s'ouvraient à nous, longuement. On a posé des questions à Ian Harper, et lui-même nous a dit, je vais contacter l'autrice, voir ce qu'elle en pense de votre lecture. Parce qu'il faut aussi savoir, je pense que c'est un peu évident, là, Inanimate Alice, intelligence artificielle, aussi, donc il y a cette affaire de la machine, du numérique et tout ça. Et donc, en discutant avec tout ce beau monde-là, on a eu l'autorisation, la possibilité très rare d'essayer de faire une traduction épicène à l'abstraction de justement les 2 seuls mots qui disent que Alice est une personne de sexe féminin. Donc, ça, c'est un plaisir de traduction, d'ailleurs, de se faire cet effort linguistique, cette gymnastique linguistique, de s'amuser avec tous les substantifs, les adjectifs, les passés composés, blablabla. Et c'est encore mieux quand l'autrice elle-même, ainsi qu'il y en a un peu, et Chris Joseph, je pense, son nom de famille, ouais, qui nous disent « Hey, votre interprétation, elle est fun, c'est pas la nôtre. » On a le email qui dit « Votre interprétation est vraiment le fun. Allez-y comme ça fait juste bonifier l'œuvre. » Donc, on a eu cette, autorisation, mais aussi 2, votre interprétation est autant valide que la nôtre, que n'importe quelle autre, puis c'est ça qui va faire la beauté de l'œuvre numérique d'Inanimate Alice, dans le sens que c'est une œuvre multimodale, intersémiotique, qui veut péter des genres, qui veut changer des habitudes de lecture, de compréhension interprétative. Fait que tout le monde était vraiment content. Je dois avouer qu'il y a des moments que j'ai beaucoup regretté ce choix d'y aller avec une structure épicène parce qu'on a fait de la gymnastique linguistique infernale. Amélie doit probablement se rappeler des jours durant où j'y envoyais des phrases. C'est comme, est-ce que ça marche? C'est comme, non. Est-ce que ça marche? Non. Puis quand ça arrivait après ça, du côté des profs, c'est comme, non, ça passe pas plus. Ou finalement, mais j'ai telle proposition à aller. Donc, voilà. Ça, c'était le beau projet de traduction que j'ai réussi à mener avec ça, tout documenté, avec un carnet de notes et blablabla pour la postérité. Je ne sais pas ce que je vais en faire, mais j'ose espérer faire quelque chose avec ça. Donc, je voulais parler d'autre chose, mais on va finir là-dessus. Donc, si vous voulez le lire pendant 2 secondes, c'est tout. Donc, c'est 5 épisodes qu'on a traduits pour l'instant. Il y en a un 6e, j'ose espérer un jour. Comme je disais, j'ai travaillé seulement sur la traduction, mais là, j'en disais avec justement Andy Campbell pour voir si je peux accéder au code à l'intérieur et tout ça, jouer. Parce que présentement, c'est pas la vraie traduction dans les bêtas, c'est des placeholders, donc on va pouvoir jouer avec ça.
Et donc, j'ai hâte qu'on ait accès au code, qu'on ait une rétroaction du public cible, des enfants, des profs, des enseignants. Nous, on tripe sur le projet, là, on est vendu, c'est pas pareil, là, mais quelqu'un qui a un enfant de 8 ans qui se fait mettre ça dans les mains, il va-tu triper? Moi, je veux le savoir, c'est important. Puis qu'est-ce que je peux faire, moi, en tant que traducteur X, pour améliorer ça? Et après ça, comment moi, je peux aussi aider eux autres par le langage à arriver à leur fin pédagogique. Voilà. Merci, Pierre-Gabriel. Merci pour ton travail. Voilà.